Je m'appelle Émilie. J'avais 25 ans et je menais une existence tranquille et banale avec mon petit ami Mike, dans une relation qui avait connu des jours meilleurs. Nous étions ensemble depuis l'université, plus attirés par la familiarité que par la passion fervente des amants croisés. Nos disputes étaient fréquentes, souvent à propos du manque d'intérêt de Mike pour les projets d'avenir ou de son dernier marathon de jeux vidéo qui durait jusqu'au petit matin, me laissant seul pour dormir. Nous étions deux personnes qui dansait autour de l'inévitable conversation « Où va-t-on ?», sans jamais prendre la parole. Ce n'est pas que nous ne tenions pas l'un à l'autre. C'est juste qu'à un moment donné, nous avons cessé d'essayer de faire en sorte que ça marche. Mes parents, Sue et George, étaient aux antipodes de nous. Mariés depuis plus de 30 ans, ils s'échangent encore des regards affectueux et partagent des plaisanteries. Leur lien semblait indéfectible. Ils étaient ma fondation. L'amour inébranlable que j'aspirais à trouver pour moi-même, même si ce n'était pas avec Mike. Le soir de l'accident, je me souviens m'être disputé avec Mike à propos d'une chose aussi insignifiante que le linge non trié. Il avait promis de le faire. Et une fois de plus, la promesse était aussi vide que le panier à linge était plein. Et ne peux-tu pas simplement faire une chose que tu dis vouloir faire ? Avais-je demandé, exaspéré par ma voix. Ce n'est que de la lessive, et ça finira par se faire. Il avait fini par répondre, son attention fixée sur l'écran de son ordinateur. Et la dispute s'était terminée comme d'habitude, sans qu'aucun de nous deux ne s'attaque vraiment au problème sous-jacent. Plus tard, assise sur la banquette arrière de la voiture de mes parents. La chaleur de leur bavardage était un baume apaisant sur la frustration résiduelle de la dispute avec Mike. Ils fêtaient une nouvelle année de vie de leur mère et leur joie était contagieuse. Puis le monde s'est mis à tourner sur son axe. Les phares se sont confondus avec le bruit du métal sur le métal, et tout est devenu noir. Lorsque je me suis réveillée, j'ai senti l'odeur antiseptique d'un hôpital, le bip incessant du moniteur cardiaque et une lourde chape de terreur. Les paroles du médecin étaient cliniques et détachées, mais le message était clair. Mes parents n'ont pas survécu et mes jambes parfaitement normales et considérées comme acquises, ne me porteront peut-être plus jamais. La vérité s'est installée comme une pierre dans mon estomac. Je me suis soudain retrouvée seule, de façon terrifiante. Mike, l'homme avec qui je venais de me disputer à propos de la lessive, était désormais mon seul lien avec la vie d'avant l'accident. Une vie où ma plus grande inquiétude était de savoir s'il allait trier les blancs des couleurs. Alors que la réalité de l'absence de mes parents et de ma paralysie potentielle commençait à se faire sentir, un désespoir creux s'est installé en moi. L'avenir, qui était autrefois un paysage de possibilités, ressemblait désormais à un champ stérile. Et la chambre d'hôpital était une bulle où le temps passait à la fois trop vite et pas du tout. Après ce qui m'a semblé être une éternité de murs blancs et de silence, Mike est entré, suivi de près par ses parents, Janet et Bob. Il régnait dans l'atmosphère une atmosphère sombre qui fit descendre mon cœur encore plus bas. Si c'était possible. Mike a tiré une chaise à côté de mon lit et m'a pris la main, sans sa bravade habituelle. Ses parents se tenaient près de la porte, unis par une inquiétude maladroite. Et, commença Mike, sa voix n'étant qu'un murmure rauque. J'ai réfléchi, beaucoup réfléchi en fait. Réfléchir, répondis-je, la voix sourde. À propos de quoi ? À propos de nous, dit-il, et ses yeux rencontrèrent les miens, remplis d'une émotion que je n'arrivais pas à situer. Tout cela m'a fait comprendre à quel point la vie peut être courte. Je ne veux plus attendre le moment parfait parce qu'il ne viendra peut-être jamais, a-t-il poursuivi en me serrant la main. Ce que j'essaie de dire, c'est, veux-tu m'épouser, Émilie ? La question était suspendue dans l'air, lourde et inattendue. C'était la dernière chose que je pensais entendre, surtout maintenant. J'ai cherché sur son visage un signe du Mike impulsif que je connaissais, celui qui agissait d'abord et réfléchissait ensuite. Mais tout ce que j'ai vu, c'est du sérieux. Et sa mère, Janet, s'est avancée, les mains jointes devant elle. Nous voulons que tu fasses partie de notre famille, Émilie. Nous prendrons soin de toi. Et ce n'est pas par pitié, ajoute rapidement Bob. C'est parce que nous t'aimons et que nous voulons aider Mike à franchir cette étape.
J'étais stupéfaite, mon esprit s'emballait. C'était une bouée de sauvetage, inattendue et peut-être même un peu imprudente, mais une bouée de sauvetage quand même. J'ai regardé Mike, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu non seulement mon petit ami parfois immature, mais aussi un homme qui m'offrait son soutien dans la période la plus incertaine de ma vie. Mike, Ma voix s'est interrompue alors que j'essayais de rassembler mes pensées. C'est bon, monsieur, tu n'as pas à prendre de décision maintenant. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens, a-t-il dit, son pouce frottant des cercles sur le dos de ma main. J'ai pensé à mes parents, à l'amour et au soutien indéfectible qu'ils m'avaient toujours témoigné. N'est-ce pas ce qu'ils auraient voulu? Que l'on m'aime et que l'on prenne soin de moi, quoi qu'il arrive, Mike, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Pour nous, emménager dans la maison de mes parents avec Mike aurait dû être un nouveau départ, un nouveau chapitre. La maison était trop grande pour une seule personne. Et partout où je regardais, je voyais des souvenirs de mes parents. Je pensais que la présence de Mike comblerait certains de ces espaces vides, mais j'ai vite compris que sa présence était un rappel de ce qui manquait, et non un remplacement. Les premiers jours, il était attentif, il prenait toujours de mes nouvelles et s'assurait que j'avais tout ce dont j'avais besoin à portée de main. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, le rôle de mari attentif commençait à s'estomper. Mike a commencé à passer plus de temps sur son ordinateur, les écouteurs sur les oreilles, m'excluant de sa vie. Un soir, alors que je manœuvrais mon fauteuil roulant dans la cuisine, je l'ai trouvé en train de regarder son écran d'un air absent. Mike, as-tu pensé à chercher un nouvel emploi? Lui ai-je demandé, en essayant de garder un ton léger. L'assurance ne couvre pas toutes et les factures commencent à s'accumuler. Il ne quitte pas l'écran des yeux. Je te l'ai dit, et je m'occupe de toi maintenant, c'est mon travail. Mais je peux m'occuper de moi pendant la journée, ai-je répliqué, ressentant une pointe de frustration. Tu n'as pas besoin d'être ici tout le temps. Enfin, il se tourna vers moi, son expression mêlant l'irritation et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à déchiffrer. Qu'est-ce que tu attends de moi, et Je suis là, non? Son ton m'a décontenancé. Être physiquement là, ce n'est pas la même chose qu'être présent, Mike. J'ai besoin d'un partenaire, pas seulement d'un colocataire. Et elle se lève brusquement, sa chaise raclant le carrelage. Tu sais quoi, et Peut-être que j'ai besoin de plus que ça, moi aussi. Peut-être que je ne suis pas faite pour être une nourrice. Ces mots m'ont piqué, et je l'ai regardé partir en claquant la porte derrière lui. Je suis restée seule dans le silence de la cuisine. Le poids de ses paroles se déposant autour de moi comme de la poussière. Je n'étais pas seulement seule. Je me sentais seule. Cette nuit-là, alors que je me couchais en fixant le plafond, je ne pouvais m'empêcher de penser à la rapidité avec laquelle notre modeste période de lune de miel avait pris fin. Les vœux que nous avions prononcés semblaient appartenir à une autre vie. Mike, qui avait promis avec amour d'être à mes côtés, dans la maladie comme dans la santé, me paraissait désormais un étranger. Au fil des semaines, ses absences sont devenues plus longues et ses excuses plus minces. Elle était soit avec des amis, soit perdue dans un monde numérique qui ne semblait pas avoir de place pour moi. Je me sentais comme un obstacle dans sa vie, un fardeau qu'il n'avait pas anticipé. Un jour particulièrement difficile, alors que la douleur était intense et que la maison ressemblait plus à un mausolée qu'à un foyer, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. M'attendant à voir Mike, j'ai crié, « C'est toi? » « Oui, c'est moi, » répondit-il, la voix lointaine. Je prends juste quelques affaires et je repars. Je me déplaçais dans le couloir, le regardant fouiller dans un tiroir pour trouver ses clés. Tu sors avec des amis? Demandai-je en essayant de masquer la douleur dans ma voix. Il s'est arrêté, clé en main, et a soupiré. Et j'ai besoin d'un peu d'espace, d'accord, ce n'est pas facile pour moi non plus. J'ai hoché la tête en retenant mes larmes. Je sais. Je pensais juste qu'on pourrait peut-être passer du temps ensemble, comme avant. Il a haussé les épaules, évitant mon regard. Peut-être que lorsque les choses se seront un peu calmées, il faudra que j'y aille. Et la maison semblait plus vide chaque jour qui passait,
un vaste espace rempli de silence et du fantôme de temps meilleur. Ce n'était pas seulement l'absence de Mike, ou le silence laissé dans le sillage des voix de mes parents. Ce sont les petites choses qui ont commencé à disparaître. Un vase que ma mère adorait. Un cadre en argent contenant une photo de famille, un tableau qui était accroché dans le couloir. Je l'ai remarqué pour la première fois lorsque j'essayais de me distraire avec des souvenirs. J'ai roulé jusqu'au salon, avec l'intention de feuilleter les albums de photos. Mais alors que mes yeux balayaient la pièce, ils sont tombés sur le pan de mur nu où se trouvait le tableau. J'ai froncé les sourcils de confusion. Mike. J'appelai, ne sachant pas quand il était sorti pour la dernière fois. Il n'y eut pas de réponse, et le vide de la maison sembla me renvoyer un écho. Ce soir-là, quand Mike est rentré, je lui ai demandé: as-tu vu le tableau de paysage qui se trouvait dans le couloir? Il a à peine levé les yeux de son téléphone. Oh, cette vieille chose, oui, il commençait à prendre la poussière, et je me suis dit que nous pourrions utiliser l'espace pour autre chose. Quelque chose dans son rejet désinvolte ne m'a pas plu. Mais c'était le préféré de ma mère, ai-je dit, un soupçon de malaise dans la voix. Elle a haussé les épaules, son attention toujours à moitié fixée sur son écran. Nous pouvons acheter un autre tableau, monsieur, ce n'est pas grave. Mais c'était une grosse affaire. Les objets qui ont ensuite disparu étaient sans équivoque. Des objets qui étaient dans ma famille depuis des années. Un après-midi, j'ai pris Janet, la mère de Mike, en flagrant délit. Elle s'affairait dans le salon avec un grand sac à ordures noir. Janet, que fais-tu? Ai-je demandé d'une voix vive et alarmée. Elle sursaute, une bouffée de culpabilité lui monte au cou. Oh, juste un peu de nettoyage de printemps, ma chère. Cet endroit est encombré de tant de vieilles choses. Mais ce sont mes affaires, protestai-je, mon rythme cardiaque s'accélérant. Voilà, roucoultait-elle, d'une voix maladivement douce. Nous ne faisons que rendre les choses plus agréables pour toi. Tu nous remercieras plus tard. À partir de ce moment-là, je l'ai surveillé comme un faucon à chacune de ses visites. Mais les vols sont devenus plus sournois, plus calculés. Et chaque fois que j'en parlais, on me rassurait en me disant que c'était dans mon intérêt. Un soir, allongé dans mon lit, je me suis tournée vers Mike, qui faisait défiler son téléphone, comme c'était devenu son rituel nocturne. Mike, tes parents ont pris des choses dans la maison. Mes affaires. Elle n'a pas levé les yeux. Maman essaie juste d'aider. Tu sais qu'elle a un don pour ce genre de choses. Aider? Répondis-je, l'incrédulité colorant mon ton. En prenant les affaires de mes parents, il soupire, pose enfin son téléphone et se tourne vers moi. Écoute, M, ils pensent que nous devrions regarder vers l'avant, pas vers l'arrière. Ils essaient juste de te soulager d'une partie du fardeau. J'avais envie de crier, de m'insurger contre cette violation, ce manque de respect. Mais j'étais fatiguée de me battre, fatiguée de remettre en question ma propre santé mentale. Ce n'est pas ce que je veux, ai-je murmuré, le combat s'épuisant en moi. Mike s'est approché de moi et m'a tapoté la main, un geste qui tenait plus de la condescendance que du réconfort. Essaie de dormir un peu, M, ça ira mieux demain matin. Je n'en pouvais plus et je me suis confiée à Anna, mon amie la plus proche, qui était aussi massothérapeute. Elle m'avait aidé dans ma rééducation, ces visites étant une rare source de soulagement. Anna, il y a des choses qui disparaissent dans la maison. Lui ai-je confié pendant qu'elle travaillait sur mes muscles raides. Et je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que Mike et ses parents sont derrière tout ça. Anna marqua une pause, sa main restant posée sur mes épaules. En as-tu parlé à Mike? Je l'ai fait, mais il s'est contenté de balayer la question du revers de la main, disant que ses parents nous aidaient à désencombrer les lieux. Je laisse échapper un petit rire. Mais il n'y a que les affaires de ma famille qui disparaissent. Les sourcils d'Anna se froncent d'inquiétude. Ça ne va pas, monsieur, tu veux que je fasse quelque chose? Que je passe plus souvent, que je surveille, l'idée a éveillé quelque chose en moi, un plan s'est formé sur les braises de ma frustration. Pourrais-tu? Je ne sais pas, peut-être m'aider à installer une sorte de caméra ou,
Quelque chose pour enregistrer ce qui se passe quand je ne suis pas dans la pièce, Anna accepta avec un hochement de tête déterminé. J'apporterai quelque chose demain, nous irons au fond des choses. Fidèle à sa parole, Anna est revenue le lendemain avec des appareils d'enregistrement discrets, qu'elle a placés à des endroits stratégiques de la maison. On se serait cru dans un film d'espionnage, et si je n'avais pas été aussi désespérée par la vérité, j'aurais pu rire de l'absurdité de la situation. Quelques jours plus tard, Anna est revenue avec les enregistrements et nous nous sommes assis pour les écouter. Les voix de Mike et de ses parents remplissaient la pièce, et le sang dans mes veines se transformait en glace au fur et à mesure que leurs plans se dévoilaient dans leur conversation décontractée. Une fois qu'elle aura été internée, la maison et tout ce qu'elle contient seront à nous, dit la voix de Mike, claire et froide. Oui, la maison se vendra à une fortune et toutes ses antiquités? Du pur profit, ajouta sa mère, le ton avide. Nous devons juste nous assurer qu'Emily ne s'en aperçoive pas avant que nous ayons tout mis en place, ajouta son père. Les larmes ont coulé sur mon visage en écoutant leur trahison. Ces gens, qui avaient promis de s'occuper de moi, d'être ma famille, complotaient contre moi. Anna s'est approchée, sa main a serré la mienne avec force. Et il faut faire quelque chose, dit-elle, la voix empreinte de colère. J'ai essuyé mes yeux. Le chagrin ayant rapidement cédé la place à une détermination sans faille. Nous le ferons. Je ne vais pas les laisser s'en tirer comme ça. Le matin suivant l'écoute des enregistrements, j'ai essayé d'agir normalement, mais chaque mot qu'il prononçait, chaque sourire qu'il faisait, ressemblait à un mensonge. C'est au cours du petit déjeuner que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Le bruit habituel de la ville qui entrait par la fenêtre ouverte était absent. Je me suis déplacée pour voir ce qui se passait et j'ai constaté que les rampes qui me permettaient d'accéder au jardin avaient disparu. Mike, ai-je crié, la voix teintée de panique. Où sont les rampes? Il est entré dans la pièce, feignant l'ignorance. Les rampes? Oh, elles avaient l'air un peu usées. J'ai pensé qu'elles avaient besoin d'être réparées. Je les regardais fixement, lui que je croyais connaître. Et vous n'avez pas pensé à me le dire? Comment suis-je censé me déplacer? Son regard était évasif et il a haussé les épaules. J'ai juste pensé que tu serais plus en sécurité à l'intérieur pour l'instant. Tu sais, jusqu'à ce qu'on en ait de nouveaux. Et la pièce donnait l'impression de tourner, et ce n'était pas pour ma blessure. Plus en sécurité? Ou piégé? Les mots sont sortis avant que je ne puisse les arrêter. Il n'a pas répondu, s'est contenté de tourner les talons et de s'en aller, me laissant dans un mélange de colère et d'impuissance. Plus tard, lorsque j'ai interrogé Janet à ce sujet, elle s'est montrée très douce et faussement inquiète. Nous ne faisons que veiller sur toi, ma chérie. Nous ne voudrions pas que tu aies un accident, a-t-elle dit en me touchant l'épaule avec une tendresse feinte. Je me suis éloignée de son contact, sentant la piqûre de leur tromperie. Je n'avais pas réalisé que le fait d'avoir besoin d'une rampe d'accès pouvait être considéré comme un danger, répondis-je. Ma voix était ferme. Même si mes entrailles tremblaient. Le regard de Janet se durcit un instant avant qu'elle ne retrouve son calme. Nous essayons simplement d'aider, Emily. C'est pour le mieux. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, l'obscurité me parut oppressante. Mike était encore sorti, probablement en train de noyer sa culpabilité dans de la bière bon marché et des sensations moins fortes. J'ai attrapé mon téléphone, dont l'écran était un petit phare dans l'obscurité, et j'ai composé le numéro qu'Anna m'avait donné pour les urgences. Anna. J'ai chuchoté quand elle a décroché. Ils ont enlevé les rampes. Je suis littéralement piégée dans ma propre maison. Sa voix était ferme, une bouée de sauvetage dans la mer tumultueuse où je me noyais. Tiens bon, et je vais passer quelques coups de fil. Nous allons régler cela. Le lendemain, j'étais dans la cuisine quand j'ai entendu la sonnette. Mon cœur battait la chamade tandis que je me dirigeais vers l'entrée. C'était Anna, flanquée d'un homme et d'une femme portant des costumes impeccables et à l'expression sévère. Il faisait partie d'une organisation locale de défense des droits des personnes handicapées et venait évaluer mes conditions de vie. À leur côté se trouvait mon avocat, Monsieur Hammond, qui tenait une mallette en cuir. Emily, nous sommes ici pour arranger les choses,
dit Anna, sa détermination correspondant à celle que j'avais dans la poitrine. Monsieur Hammond s'est avancé. Nous devons d'abord établir les faits, Émilie. Je dois voir la maison. Vérifier l'inventaire des biens de tes parents. Pendant que nous traversions la maison, les représentants du service prenaient des notes, leur désapprobation étant évidente devant les rampes manquantes et le mépris flagrant pour mon bien-être. Mike est entré pendant le tumulte, la surprise se dessinant sur son visage. Que se passe-t-il? Qui sont ces gens? Je l'ai regardé, vraiment regardé, laissant tout le poids de mon regard se poser sur ses épaules. Je reprends le contrôle, Mike. Voici mon avocat, et ce sont des défenseurs des personnes handicapées. Ils sont ici pour s'assurer que ma maison est sûre et que mes droits sont respectés. Janet et Bob entrent dans la danse, la confusion se transformant en peur lorsqu'ils réalisent la gravité de la situation. Émilie, ma chérie, de quoi s'agit-il? La voix de Janet tremble. Il s'agit de mes droits, de ma maison et de la vérité, dit Ma voix était stable malgré la tempête qui faisait rage en moi. Monsieur Hammond est ici pour confirmer l'inventaire de mon héritage. Monsieur Hammond ouvre sa mallette et en sort des documents et des photographies. Nous avons des dossiers détaillés de tous les objets légués à Madame Harper. Il semble que plusieurs d'entre eux aient disparu. Le visage de Bob pâlit. Émilie, je suis sûre que ce n'est qu'un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, répondis-je. Les enregistrements qu'Anna m'avait fournis tournaient dans ma tête. Et je n'ai pas que des objets manquants à discuter. Les parents de Mike se sont regardés, la façade des beaux-parents s'effondrant sous mes yeux. Mike est resté là, silencieux, la réalité de la situation lui sautant aux yeux. Anna s'est rapprochée de moi. Nous avons également des preuves des conversations que vous avez eues au sujet des biens et du bien-être d'Émilie. Les avocats du service d'aide aux personnes handicapées ont pris la parole. La suppression de l'accès aux rampes est une violation directe des droits de Madame Harper. Nous allons prendre des mesures. Alors que Monsieur Hammond présentait les preuves de leur vol et leur plan pour mon avenir, j'ai vu de l'extérieur le piège dans lequel j'étais tombée. Mais maintenant, les rôles étaient inversés. Je n'étais plus la victime de leur jeu. C'était moi qui menais la danse. Mike trouve enfin sa voix. Je peux t'expliquer. Mais je secouai la tête. Arrête. Mike. J'en ai assez entendu. Janet s'est mise à pleurer et Bob l'a entourée d'un bras, mais il n'y avait aucun réconfort à trouver dans leur tromperie. Le jour du procès fut le point culminant de tout ce que j'avais enduré. La salle d'audience était austère, l'air chargé de tension. Mike et ses parents étaient d'un côté, ne ressemblant en rien à la famille qui avait promis de s'occuper de moi. J'étais de l'autre côté, avec Anna à mes côtés et Monsieur Hammond prêt à intervenir, avec sa mallette de preuves. Au début de la procédure, le juge nous a regardés depuis son banc, son regard s'attardant un instant sur moi. Nous sommes ici pour examiner les preuves concernant les allégations de vol et d'exploitation préméditée d'Émilie Harper, a-t-il dit. Hammond a présenté les enregistrements, les écarts d'inventaire et les témoignages des défenseurs des personnes handicapées. Les preuves étaient accablantes et la famille de Mike ne pouvait que se débattre sous le poids de sa propre tromperie. Janet sanglote doucement, ses sanglots étant la bande sonore de l'effondrement de leur stratagème. Nous n'avons jamais voulu que les choses aillent aussi loin, murmura-t-elle lorsque ce fut son tour de parler. Le juge s'adresse à eux d'une voix ferme. Vous avez profité d'une personne vulnérable, il n'y a pas d'excuse pour vos actes. Mike se lève, sa voix est à peine audible. Je suis désolé, monsieur, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je l'ai regardé. L'histoire que nous partagions se déroulait en un éclair devant mes yeux. Les excuses ne suffisent pas, Mike. Tu as choisi cette voie. Le marteau s'est abattu comme le dernier mot sur la vie que j'avais connue. Mike et ses parents ont été reconnus coupables. Des réparations ont été ordonnées et ils ne devaient plus avoir de contact avec moi. Avec l'aide d'Anna et d'une équipe dévouée, j'ai commencé une thérapie physique. Chaque petit mouvement était une victoire. Chaque pas témoignait de ma résilience. Mes jambes, autrefois inertes,
se sont mises à fourmiller d'une force nouvelle. Un jour, alors que je parvenais à me tenir debout à l'aide de barres parallèles, Anna m'a encouragée. Regarde-toi, M, tu y arrives. Le sourire sur mon visage se reflétait sur le sien. C'est vrai, n'est-ce pas, la joie jaillissait d'un endroit que je croyais irrémédiablement brisé. C'est ainsi que j'ai avancé, un jour à la fois. La maison, qui était le mausolée de ma vie passée, s'est lentement transformée en foyer. Un sanctuaire où j'ai pu guérir et devenir plus forte.